permettent de façon très différente, donc notamment d'améliorer l'efficacité des soins, de personnaliser les approches thérapeutiques et même d'alléger la charge cognitive des professionnels. Et là, on est en train de parler des IA qui sont dites générales, donc que ça soit ChatGPT, Gemini, le chat, etc., etc. Donc, on est dans cette logique, d'un point de vue conceptuel, cela s'inscrit dans une logique de co-agent cognitif. Donc aujourd'hui, l'IA ne remplace pas, donc les thérapeutes ne remplacent pas l'humain, parce que à la base, lorsqu'on va voir un thérapeute, ou donc que ça soit un psy ou une ortho, ou donc chez le kiné, ben, il y a le contact humain, il y a cette empathie qui est très importante et qu'on va chercher aussi. C'est pas juste en fait la thérapie qu'on cherche. Donc on cherche en fait cette logique, on est dans cette logique de co-agent cognitif dans la formation qu'on propose, et que l'IA est là pour assister, augmenter les capacités d'analyse, que ce soit au niveau du diagnostic par exemple, de synthèse ou encore de création de matériel et d'outils aussi au niveau de tout ce qui est contenu de formation et contenu éducatif aussi, parce que les thérapeutes aussi font partie non pas seulement des cliniciens, mais ils forment aussi les futures générations de thérapeutes. Donc aujourd'hui, l'IA générative, donc je vais précisément parler de l'IA générative, pas juste de l'IA, vu que l'IA existe depuis un bon moment, mais ce plein booming, c'est grâce à l'IA générative principalement. Dans les domaines, donc tout ce qui est paramédical, permet donc déjà de concevoir des outils utiles pour réduire en fait les tâches administratives. Et ça c'est quelque chose qu'on l'utilise peut-être nous tous. Il y a aussi en fait au niveau de l'aide à la rédaction des bilans et des rapports et des diagnostics. Donc imaginez aujourd'hui qu'on peut en promptant de façon un peu poussée, formuler les demandes avec l'IA, de pouvoir avoir l'IA comme agent qui va vous aider pour poser le diagnostic. Donc il ne va pas poser le diagnostic à votre place, mais il va émettre des hypothèses diagnostiques et va vous aider donc à poser le diagnostic. Donc imaginez quelqu'un qui est en train de réfléchir avec vous, une équipe de thérapeutes, d'experts qui est en train de réfléchir avec vous sur le même cas. Donc cet élément-là est vraiment un gain très intéressant, parce que souvent on tombe sur des maladies rares ou encore dans des cas qui sont assez délicats et que le diagnostic n'est pas très clair. Donc, avoir cette assistance aide énormément au niveau de la précision du diagnostic. Bien évidemment aussi sur tout ce qui est création les suivis de patients, les tableaux de progrès, ou encore au niveau de la formation initiale notamment, que ça soit. Nous avons perdu un moment, et quand le lien revient, on reprendra, mais je vais simplement insister sur le fait que vous nous présentez des exemples très concrets de cette complémentarité dans l'utilisation concrète et sur la production de contenu et l'utilisation des agents. Donc, vous êtes de nouveau en ligne, finissez votre propos. Merci, docteur Lamien. On vous revient avec une seconde question dans un moment. Et je retourne maintenant vers le docteur Claude Calixte, qui complémente la grande diversité de ce panel et qui nous vient d'un secteur qui n'est pas technique et qui, au contraire, est plus dans la direction des lettres et de la réflexion dont on a parlé. Alors, qu'est-ce que fait l'IA dans vos domaines, par exemple avec vos étudiants qui sont peut-être moins attirés ou compétents par hypothèse, et quels sont les cadres éthiques, par exemple, qui peuvent déjà s'appliquer, les cadres que Patrick évoquait? Bon, et c'est difficile pour moi de répondre comme ça, c'est difficile de le dire, parce que en fait, le département de philosophie
dont je fais partie pour l'instant, et on ne décide pas encore définitivement sur l'IA. Et moi et mes collègues, nous sommes en phase de discussion pour savoir comment l'intégrer. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de positivité en ce qui concerne notre représentation de l'IA. Maintenant, si je dois répondre à cette question de manière tout à fait personnelle, et en termes de perspective, et même en sciences humaines et particulièrement en philosophie, je réalise que, bien entendu, après la formation que j'ai eue avec M. Adier, parce que j'étais un peu indifférent par rapport à cette question, je réalise qu'on peut faire beaucoup de choses et que mes étudiants peuvent utiliser l'IA pour s'entraîner. Et par exemple, j'enseigne des cours de méthodologie philosophique. Et cette année, je fais cette expérience, cette découverte en travaillant de manière individuelle avec une étudiante. Et j'ai réalisé une difficulté, laquelle était son impossibilité de passer par exemple, d'un récit, et si par exemple on prend, disons, d'un récit philosophique à la formulation d'une idée ou bien d'une problématique philosophique. Et moi, je lui ai proposé des exercices. Mais après cette formation, je me suis dit, mais maintenant, comment formaliser ça? J'ai fait des prompts à l'IA, juste pour voir ce qu'on va me proposer. Vous savez ce que moi-même je fais après? J'ai demandé à l'IA de me donner des récits et que moi-même je vais transformer, et puis ensuite je vais rendre, juste pour qu'elle me donne son appréciation. À partir de ce moment, je me dis, et je peux motiver mes étudiants à faire la même chose quand il s'agit de faire la synthèse d'un texte, quand il s'agit de déterminer la thèse, quand il s'agit de présenter l'étape de l'argumentation. Certes, on les apprend, mais ils peuvent continuer à apprendre par eux-mêmes. Donc je trouve que ça, c'est fondamental. Et l'autre chose que je peux dire sur cette question, il y a des doutes, il y a des peurs. J'ai fait beaucoup d'objections à M. Adier lors de la formation. On a eu entre nous aussi trouver des idées qui seraient des solutions par rapport à la peur de l'IA, plagiat, etc., des questions éthiques. Mais dans des discussions avec mes collègues dans le département de la philosophie, et pour voir comment l'année prochaine on va beaucoup plus s'engager dans cette question avec les étudiants, progressivement on n'a plus peur de l'IA, on n'a pas peur des cas de plagiat, parce que non seulement on comprend que c'est pas trop difficile à déterminer quand il y a plagiat, mais on comprend aussi qu'il y a beaucoup plus à gagner que cette surveillance policière, si je peux le dire ainsi. Et vous me permettez, parce que je ne suis pas seulement là pour l'école normale supérieure, et je préfère vous parler un petit peu, comment je vais dire, une autre préoccupation que nous avons par rapport à l'école primaire. Et sur ce point, je vais être anecdotique. Et m'a commencé par une position un petit peu plaidoyer. Et tout à l'heure, il était une très difficulté pour lire dans l'école moyenne, parce que en fait, c'est un créole qui en dans un français. L'école moins fondée, c'est institution et scolaire livre ouvert. Et moi, bien content, le ministre l'a dit tout à l'heure que il parle créole pour tout le monde qu'à comprendre, parce que c'est dans l'esprit ça, nous fondé l'école ça en 2015, pour nous scolariser Timonio en créole sans non pas entrer dans le gourmet contre aucune autre langue. Déjà, projet l'école noire, c'est une école qui fondée sur langue maternelle avec une perspective multilinguiste. Pourquoi nous disons perspective multilinguiste? Parce que situation géographique et politique Haïti fait que question multilinguiste est une problématique tout à fait naturelle. Parce que depuis le lycée, j'ai l'habitude de dire, son chien enragé pour courir derrière nous là, nous avons deux options: plonger dans la mer, ça veut dire l'école en Haïti doit montrer tout le monde nager, et puis traverser les frontières, il faut dire Buenos dias, comment estás? Ça veut dire, un petit haïtien. Là, ils viennent parler créole, ils doivent parler espagnol.
Et puis, rapport nous avec l'anglais, nous pas besoin d'argumenter. Concernant le français, même acte de l'indépendance, il écrit en français, grand œuvre haïtien produit, il écrit en français, histoire non écrit en français. Mais il y a un bagage qui est sûr, langue maternelle, c'est de capoter nous et de nous marcher, et c'est lui qui servent d'outil pour l'autre langue. C'est dans la perspective ça nous lancer l'école. L'intelligence artificielle, là, nous sommes capables d'imposer, ça s'impose. Et nous avons plusieurs exemples pour nous montrer que ça s'impose à travers l'école. Nous avons un petit malin, par exemple, qui paraît faire les petits et projet écrivain, qui écrit tout le temps. Chaque lot de travail, il ne prend pas livre, mais il prend cahier pour l'écrire. Ça arrive rapidement qu'il y a des difficultés en orthographe français. Dans ses devoirs à la maison, quand il s'agit d'orthographe, les petits malins utilisent un téléphone ou bien une tablette vocale sur Google, par exemple, effort. Il n'y a pas besoin d'apprendre comment écrire effort, depuis le prononcer effort, la jeune orthographe là, il n'y a pas besoin qu'on ait est-ce qu'il y a accent circonflexe sur il, parce que il n'y a pas étudier les principaux en série de mots surmontés d'un accent circonflexe, comme moi j'ai appris au lycée. Donc, la prononcer. Mais ça arrive quoi? Ça arrive que pour ces devoirs de maison, il pral gagner 10 sur 10. Si on y allait dans l'école, il y a 40 élèves dans la classe sans pas gagner pédagogie différenciée, qui c'est un combat mené à côté de questions la créole là, c'est dans fin trimestre là, ou bien dans fin période là, on pral compte 3 sur 10 pour orthographe et laisse ça enseigner après parce que les devoirs qui arrivent de la maison, ils ont toujours bien fait. Donc, premièrement, regardez ce qui passe. Si l'école n'a pas d'intelligence artificielle, la CAEL a une intelligence artificielle, donc, un déphasage. L'autre expérience nous fait sur question ça, il y a un élève, un collaborateur dans l'école pour lui poser une question. Et puis, monsieur dit, mais, il y a Internet là, il y a une tablette, il y a un ordinateur. Elle regarde sur l'ordinateur. Et puis, il m'a raconté cette histoire après la formation et que j'ai eu, côté mon commencé à dire, faut que nous prenions la question intelligence artificielle là. En compte, il dit, professeur Claude, élèves qui ont mis l'intelligence artificielle sous tablette, tu ne peux pas connaître. C'est l'aime raconter, c'est l'aime dire, élève ça sur l'intelligence artificielle et sur Internet. Et puis, l'autre élève, mène sous intelligence artificielle. Ça veut dire, dans l'école, pendant que nous-mêmes, nous pouvons commencer sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle dans mes élèves. En conclusion, ce qu'on peut dire par là, c'est que l'intelligence artificielle s'impose. Tous ceux qui sont indifférents par rapport à cette imposition ne vont pas en tirer profit, mais plutôt ils vont en subir les conséquences. L'autre bagaille nous capable de souligner la question ça et bien content et que pas de liste avant yo dit intelligence artificielle dans parler créole. Ça veut dire et un projet de scolarisation en créole lit tout en phase sous question langue avec ça. Mais toute question fondamentale sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, on prend soin pour me souligner ça, il dépend de cohérence projet pédagogique. Si par exemple un projet pédagogique cohérent, nous ne sommes pas capables de profiter de l'intelligence artificielle. Les gens qui souhaitent profiter là. En pile monde qui a demandé qui genre intelligence artificielle qui a amélioré conditions de travail, conditions d'apprentissage et surtout aider les élèves de manière individuelle. Mais faudrait-il bien que l'école ait un projet pour faire accompagnement individuel. Pendant longtemps, dans le livre ouvert, nous avons travaillé sur cette question ça et nous rencontré notre partenaire là-dedans. Il y a une question qui a toujours posé nous. Il dit non, ou même classe, il y a 12 élèves qui fait et pédagogie différenciée. Et classe qui gagne 50 élèves. Intelligence artificielle là maintenant, il a porté pour classe qui gagne 50 élèves parce que rapidement nous sommes capables de des dossiers de suivi avec l'intelligence artificielle. Sauf que, je vais terminer sur ça, et ça parle de son boulevard ou bien son fleuve qui a coulé de manière douce, pas de difficulté. Il y a une question d'espérer quitter nous avec lui,
c'est question de responsabilité. C'est comment l'intelligence artificielle a aidé nous pour nous accompagner nos élèves et même l'autre monde pour nous gagner des hommes et des femmes qui sont de plus en plus responsables les uns envers les autres. Merci, Dr Calix. Donc, des écoliers jusqu'aux doctorants, il y a des applications de l'intelligence artificielle. Je me tourne maintenant en ligne vers avec Monsieur Christopher Senras, qui est donc avec Coursera. Coursera n'est plus à présenter. Coursera a initié de nouvelles manières d'apprendre avec les cours massifs en ligne dans des dizaines de langues. Il y en a des milliers. Il n'y a pas encore en créole. Et ces cours en ligne s'adaptent bien à un monde où les nouvelles compétences sont requises de manière très fréquente et où peut-être l'enseignement traditionnel n'est pas adapté et n'évolue pas assez rapidement. Et donc ma question à Christopher, comment Coursera s'est-il adapté et que disent vos étudiants? Donc Christopher, you're online, I suppose. Coursera has inaugurated MOOCs, massive online open courses. Many of them are available online, not yet in Creole, but they adapt very well to a world where new competencies are needed very frequently. How has Coursera adapted, and what are your students, I suppose we call them students in Coursera, what are they saying about AI? Merci Sylvain et bonne journée à tous. I apologize in advance that my